Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site leleanmanufacturing.com et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader expérimenté ou pas, coach accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans cet épisode, nous allons parler d'entrepreneurship avec mon invité, mon spécial guest Sébastien Lopresti de l'entreprise de mon partenaire Lean en ligne, avec qui nous avons déjà eu des conférences et des webinaires et qui vous a proposé déjà de vous offrir gratuitement des formations en Lean Six Sigma White Belt. Donc ça, on va continuer la promotion jusqu'à la fin de l'année. Et puis, je me réjouis de recevoir Sébastien, qui est la moitié de l'entreprise en fait, donc il va nous expliquer tout ça. Salut Sébastien. Salut Christophe, enchanté, ravi, merci de nous donner un peu de temps. Avec plaisir toujours d'échanger avec toi. Ouais, ça va très bien. On se prépare sereinement aux vacances de fin d'année. Tout va bien. Exactement, sereinement, c'est le bon mot. Alors, dis-moi, Sébastien, comment... Alors, vous avez créé cette entreprise à deux, hein, donc c'est un partenariat à deux avec Damien. Raconte-moi un peu ton histoire avec Damien. C'est quoi le truc? Ouais. Bah écoute, en fait, c'est une histoire d'amitié d'abord avec Damien. Alors on dit souvent que il faut pas mélanger entrepreneuriat et amitié. Pour l'instant, tout se passe bien. On te racontera si ça se passe toujours bien dans 10 ans, mais voilà, c'est le parti pris en fait de deux potes. Nous, on se connaît depuis maintenant une grosse quinzaine d'années avec Damien. On était très intéressés il y a quelques années par la bande dessinée notamment. Et on était très intéressé aussi par, je dirais, la convivialité. Et pendant très longtemps, on a, je dirais, projeté sur un coin de table au milieu ou en fin de soirée, parfois parfois sympathique, l'idée de monter un bar avec un concept un peu original autour de la bande dessinée. Enfin, souvent, on a projeté un petit peu ce rêve-là de créer une entreprise et de monter une entreprise ensemble. Faut dire par ailleurs qu'en fait, on avait déjà eu des expériences entrepreneuriales avec Damien avant d'aboutir Lean en ligne, qui s'étaient traduites par des expériences notamment associatives, mais qui étaient déjà un petit peu des expériences, je dirais, liées avec des impératifs extérieurs, la nécessité de communiquer, monter quelque chose à partir de rien. Donc, on avait déjà pu éprouver notre capacité un peu à travailler ensemble. Et puis, je dirais, cette idée de monter quelque chose, elle s'est un petit peu étiolée avec le temps. Tu sais comment ça se passe avec les copains quand tu grandis, parce qu'il y a des orientations qui sont prises, qui sont pas forcément communes. Et puis, à un moment donné, on était presque au constat de se dire, bon, en fait, on le fera jamais, quoi. Ça restera qu'une discussion de copains autour d'un verre quand on se retrouve de temps en temps. Et puis, il se trouve qu'en fait, il y a 7-8 ans, un peu par hasard en fait, Damien et moi, on s'est trouvés finalement à converger un peu vers les mêmes univers de métier. Lui était dans la gestion de projet, il avait passé un cursus pour être green belt puis black belt. Moi, j'ai été aussi passé côté gestion de projet, alors qu'au départ j'avais commencé dans des fonctions commerciales. J'avais eu un parcours, je dirais, un peu sinueux parce que j'avais au départ une licence de sciences humaines. Je travaillais dans la banque, mais c'était au départ pur alimentaire. Et puis en fait, c'est devenu après plus prenant et j'ai eu l'occasion d'évoluer, mais c'était pas forcément un projet de départ. Et du coup, on s'est retrouvé en fait à travailler au sens large dans le domaine de la qualité et en transverse en gestion de projet. Et en fait, dans le cadre des discussions qu'on avait, qui au départ, en tant que pote, enfin, tu sais comment c'est, sont pas forcément toujours des discussions professionnelles, de temps en temps, quand on venait sur le terrain de ce qu'on faisait au quotidien, des difficultés qu'on avait, et notamment des difficultés à diffuser une culture de la qualité, parce que lui avait ses préoccupations et moi je les avais au sein de mon entreprise, dans le cadre d'une entreprise qui en plus est en train de fusionner, de changer, avec une direction générale qui n'était pas très intéressée, on va dire ça comme ça, par la question du client à ce moment-là, je dirais, de son évolution. Et du coup, on avait souvent des discussions sur cette thématique-là.
Et puis, je dirais qu'on a commencé à cheminer tout doucement sur l'opportunité de monter quelque chose. Et en fait, on a, je dirais, le préquel, entre guillemets, en quelque sorte, de Lean en ligne. Ça a été Sigmatic, qui est en fait le nom social de la boîte, et qui était une initiative complètement gratuite sur la base d'une chaîne YouTube et qui visait déjà à faire de la vulgarisation sur des concepts, alors au sens large de business ou déjà un petit peu de Lean Six Sigma. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé petit à petit à arriver à l'idée, pourquoi pas de monter quelque chose. Et puis il s'est trouvé que moi j'ai pu bénéficier suite à une fusion au sein de mon entreprise d'un plan de départ volontaire, que j'étais de toute façon déterminé moi à changer et à prendre une autre direction dans ma carrière, et que là on est passé, je dirais, du stade de l'idée à la concrétisation de monter un business tous les deux. Voilà. Ok. Et vous aviez quel âge quand vous avez démarré? Alors en fait on a donc l'expérience, je dirais, associative doit remonter à une dizaine d'années. Sigmatic, ça date de 2017-2018 et Lean en ligne a été créé officiellement il y a environ un an, puisqu'on a immatriculé la société en octobre 2020. Même si en fait on travaillait sur le projet véritablement depuis février 2020 quoi. En gros. Voilà. D'accord. Donc je dirais que ça fait, en fait, c'est un processus qui a maturé pendant assez longtemps en réalité. Et puis, d'ailleurs, dont Lean en ligne est peut-être pas la forme ultime, hein, finalement. Peut-être qu'il y aura d'autres choses derrière, mais en tout cas, dont Lean en ligne était un des aboutissements les plus, je dirais, manifestes, quoi, ou tangibles. D'accord. Donc ok, c'est intéressant. Et si tu voulais, comment dire, expliquer rapidement, c'est quoi l'objectif de Lean en ligne? Vous avez voulu faire quoi en fait en montant cette boîte? Eh ben, si tu veux, ce qu'on a voulu faire, c'est apporter quelque chose de différent sur un marché qui était relativement, je dirais, traditionnel, si on peut le qualifier comme ça. Sans insulte, je dirais, pour les acteurs historiques du secteur. Mais nous, notre constat, je dirais, sur la formation en ligne dans nos domaines de prédilection, donc excellence opérationnelle, Lean Six Sigma, c'est que c'était un domaine pas forcément très novateur, avec des acteurs historiques qui étaient relativement bien implantés, qui souvent étaient des consultants d'abord, puis des formateurs ensuite. Donc je dirais qu'il y avait une démarche qui était un petit peu déjà orientée par le fait que leur objectif c'était d'abord de vendre du conseil, et qu'en fait c'était au travers du conseil qu'ils formaient, et il y a évidemment une synergie entre les deux activités, mais c'était pas des gens qui avaient d'abord pour préoccupation de transmettre des connaissances. Et nous on était vraiment, et c'était déjà l'expérience Sigmatic et la chaîne YouTube qu'on avait, très tourné vers l'idée de transmettre des connaissances, en fait, très tourné vers l'idée du partage de connaissances. Et donc on a voulu construire, je dirais, quelque chose à distance, très inclusif, avec une politique de prix, je dirais, très ouverte et qui permettent au plus grand nombre d'accéder à ces sujets-là, parce qu'assez rapidement, on a eu l'intuition qu'en fait, le Lean Six Sigma pouvait intéresser un échantillon de personnes très large, mais que le prix des formations et les modalités qui étaient proposées sur le marché étaient clairement pas compatibles avec ce que tout le monde pouvait se payer dans les petites villes en France. Et moi je peux t'en parler à titre personnel, puisque j'ai longtemps cherché à me former au Lean Six Sigma, et qu'en gros à distance c'était impossible quand je cherchais à le faire. Ouais. C'était Paris ou c'était dans les grandes villes, éventuellement à Lyon, mais c'était hors de prix clairement. Et puis il fallait mobiliser des congés pour le faire. Ma boîte n'était pas forcément disposée à m'accompagner, donc c'était une démarche personnelle, mais en même temps il fallait valoriser de poser des congés pour le faire, donc c'était pas compatible clairement. Donc il y avait effectivement cette volonté de proposer une offre qui soit accessible dans plusieurs dimensions, accessible en termes de modalité et aussi plus accessible en termes de coût. Et donc c'est vraiment ce qui a, je dirais, constitué notre idée de départ quand on a commencé à travailler sur le projet. Et en proposant autre chose, je dirais, qu'un contenu que nous on appelle un contenu dématérialisé, qui consistait, et on l'a beaucoup vu dans la formation en ligne, et c'est pour ça aussi que certains en sont un petit peu revenus aujourd'hui, et que d'ailleurs on a vu un certain nombre de limites de la formation en ligne, qui consistait à faire autre chose que de prendre des supports que tu faisais dans des salles de cours où tu avais 20 personnes, de les dématérialiser plus ou moins à la va-vite et d'en faire des formations en ligne. Et c'est aussi pour ça que ça a mis du temps de faire la formation, et je peux dire qu'on connaît assez bien les formations du secteur pour les avoir suivies et pour connaître assez bien un certain nombre d'acteurs du secteur. Donc on a pu aussi éviter les écueils dans lesquels étaient tombés ces acteurs-là et vraiment repartir d'une feuille blanche pour faire une formation et des formations après, mais d'abord une formation Green Belt, puisque c'est par là qu'on a commencé, je dirais neuve, et puis apportant vraiment quelque chose de frais par rapport à ce qui se faisait sur la formation en ligne à ce moment-là. Voilà. Juste une petite précision, enfin je connais la réponse, mais je vais quand même te la poser. Formation en ligne, certes, mais il faut qu'elle soit certifiante, n'est-ce pas?
Voilà, tout à fait. Et puis pour moi, tu as deux volets à ça. C'est-à-dire que d'abord, effectivement, toutes nos formations nous débouchent sur une certification. Donc on est adossé à deux organismes internationaux aujourd'hui, l'ISSC et l'ILSI, qui ont je dirais des vertus différentes en fonction du public qu'on vise, mais qui effectivement donnent la possibilité dans tous les cas d'aller jusqu'à une certification, donc de faire valoir, je dirais, un plus réel en termes d'employabilité. Et l'autre volet aussi qui constitue vraiment le fer de lance de la façon dont on a effectivement constitué notre promesse de valeur, c'est qu'on a aussi, nous, indépendamment du fait qu'on s'appuie sur un module de e-learning, toujours la possibilité de proposer un accompagnement et un suivi qui est individuel. Et donc, effectivement, on essaie de tirer, si tu veux, le meilleur parti de ce que peut offrir le e-learning, tout en offrant autre chose qu'une expérience 100% autonome à un apprenant qui, du coup, se retrouve un petit peu livré à lui-même, avec tous les effets tunnel, abandon qu'on peut constater sur des formations en ligne traditionnelles. Donc, je dirais, on essaie d'avoir le meilleur des deux, le plus de l'outil, effectivement, e-learning qui te permet d'un point de vue pédagogique une très grande souplesse, la possibilité de refaire, la possibilité de voir les modules sous un angle différent, de les arrêter quand tu veux, de les reprendre quand tu veux, de les regarder d'où tu veux, comme tu veux, et puis en même temps le suivi et la personnalisation de l'accompagnement. Voilà, donc on n'a pas du tout abandonné non plus le volet expérience et suivi personnel. Et je pense que c'est votre point fort, parce que quand on parle de formation en ligne de ce type-là, Lean et autres, tout de suite on dit mais non, c'est pas possible parce qu'il faut de la certification et puis il faut de l'accompagnement. Et je trouve que c'est intéressant que vous ayez pu conjuguer les deux. Donc en tout cas, moi je trouve que c'est un de vos points forts. Merci Christophe. Et puis du coup, c'est une jeune entreprise, elle a une année maintenant. On va pas dire que tu peux prendre beaucoup de recul, mais quand même un petit peu. Ça a été quoi le plus grand défi que vous avez dû relever avec Damien? Alors, on a été confronté à toute une série de défis, je dirais, puis on peut pas complètement parler au passé, je suis pas certain qu'on soit complètement sorti de ces défis-là. Alors, je te dirais que d'abord, le premier défi majeur auquel on a été confronté, c'est l'environnement réglementaire qui entoure la formation. Parce que nous, on est organisme de formation, on est certifié Calliope, donc on est vraiment dans une démarche, je dirais, de devenir formateur professionnel, et l'environnement de la formation, c'est un univers à part entière, pour pas dire une jungle, c'est-à-dire qu'il y a une densité réglementaire qui est importante. En plus, en France, faut savoir que le contexte est quand même marqué par la loi Avenir Professionnel de 2018 qui refond complètement les modalités du secteur. Alors de ce point de vue-là, peut-être qu'on a de la chance d'être arrivé à ce moment parce que finalement on a moins l'intériorité de ce qui existait avant, mais clairement c'est plus difficile aujourd'hui d'être un acteur, de faire appel à des fonds publics et de former et de se prétendre comme tel, beaucoup plus difficile. Les barrières à l'entrée d'un point de vue législatif et réglementaire ont été clairement rehaussées. Donc si tu veux, tu rentres dans un univers où déjà tu observes un peu ce qui se passe et en permanence tu dois composer en ayant une visibilité sur l'environnement juridique qui est tout à fait limitée et la capacité d'accéder à des réponses qui est parfois très difficile. Ça, c'est une première vraie difficulté. Et puis, on n'en est complètement pas sorti à un point qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'incertitudes encore sur ce qu'il y aura comme certification sur la prochaine année, puisqu'il y a un certain nombre de certifications qui arrivent à échéance, par exemple. Donc, si tu veux, avec France Compétences qui répond pas forcément aux questions. Donc, une vraie difficulté de ce point de vue-là, administrative et réglementaire, et à laquelle, à mon avis, sont confrontés tous les organismes de formation, indépendamment de leur taille, mais forcément encore plus les plus petits, puisqu'ils n'ont pas de ressources allouées là-dessus. La deuxième difficulté majeure, et là on en prend aussi un petit peu pour son ego au passage, c'est que Damien et moi, on est des praticiens. Des projets, on en a fait. Alors on les a pas tous réussis, mais on pensait quand même avoir une très forte robustesse sur la capacité effectivement à mettre en place une ingénierie de formation. Et en fait, force est de constater quand même que savoir mener des projets, c'est pas savoir expliquer comment mener des projets. C'est pas le même exercice. Donc en fait, il faut apprendre à être formateur. Et d'abord, nous, on était des praticiens, voilà. Et donc, on s'est quand même heurté à un certain nombre de difficultés opérationnelles quand il s'agit de passer de ce qu'on sait à l'expliquer, si tu veux. Voilà. Et donc, ça nous a donné un certain nombre de prises de tête, on peut le dire comme ça, et d'arrachage de cheveux pour se dire non, mais là, le concept, on peut pas le présenter comme ça. Là, il faut qu'on explique plus. Là, c'est pas clair. Enfin, passer du stade de je fais à j'explique comment je fais, c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc ça a été une véritable, je dirais, un véritable exercice, un véritable challenge pour Damien comme pour moi, et presque plus pour lui parce que l'expert c'était lui. Et on s'est des fois confronté à des sessions de travail où je me souviens qu'il m'ait dit, j'ai l'impression de réapprendre quelque part ma matière, quoi. Voilà, c'était un peu bouleversant, d'un certain point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce fameux syndrome de l'imposteur justement à ce moment-là, en se disant, forcément un petit peu.
Tu sais, nous, on est des personnes plutôt humbles et plus de terrain. On n'est pas des gens qui sommes très démonstratifs, a priori, comme ça. Donc, on est toujours un petit peu dans ce syndrome de l'imposteur, même aujourd'hui, hein. Même quand tu postes, même quand tu écris un article, tu te dis, est-ce que je vais vraiment donner de la valeur? Est-ce que c'est suffisant? Après, tu regardes aussi ce qui se fait, tu vois que finalement, t'as pas à rougir non plus par rapport à ce que tu vois à côté. Mais bien sûr qu'à un moment, il faut franchir le pas et que c'est pas évident de le faire. Et vraiment, ça a été une difficulté opérationnelle pour Damien comme pour moi, clairement. Et puis après, tu as tout ce qui concerne plus spécifiquement, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais ça c'est une difficulté, je dirais encore en cours, hein, tout ce qui concerne plus spécifiquement nos velléités d'implantation avec Lean en ligne. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous on entend très fortement, et ça fait vraiment partie de l'ADN de Lean en ligne, rendre accessible le Lean. Et c'est pas juste une formule de style, donc effectivement rendre accessible le Lean, ça passe notamment par proposer des formations gratuites, et c'est notamment ce que tu nous aides à faire en les proposant à ton auditoire, mais pas que forcément, parce qu'il faut aussi pouvoir en vivre, et c'est aussi développer des modalités pédagogiques originales, et notamment au sein d'un certain nombre de pays de la francophonie. Donc nous, on essaie beaucoup de se développer, notamment en Afrique, et on commence à y arriver, par exemple au Cameroun, où on vient d'avoir notre première classe de certifiés, mais pour ce faire, il faut s'adapter aux spécificités locales. C'est-à-dire que le 100% en ligne n'est pas complètement encore la norme. Les gens aiment voir, les gens aiment toucher, les gens aiment discuter. Donc il a fallu monter des modalités hybrides, trouver du coup des réseaux de partenaires locaux, des gens de confiance sur lesquels tu peux t'appuyer, mettre en place des politiques tarifaires spécifiques, monter des outils qui étaient à la lisière de ce que tu faisais, plus des outils traditionnels, et donc faire vraiment du blended learning de ce point de vue-là. Et ça a été une vraie difficulté. Et j'en parle pas complètement au passé, parce qu'en fait on est encore dedans, on est encore en train de développer ce volet-là. Mais par contre, on a la fierté d'avoir pu aboutir sur des premières réalisations, et donc notamment, je te disais, la première classe de certifié au Cameroun, et une deuxième session qui vient de se lancer là, et une troisième qui est planifiée déjà pour la suite. Et donc, on sent que petit à petit, la chose est en train de prendre. Mais ça a été aussi une véritable difficulté. Cool. Ah, ça, c'est bien. C'est chouette. Justement, c'était un peu dans la continuité, je m'interrogeais. Tu disais que c'était en France, bon, on connaît l'administration française, tout est compliqué. Le domaine de la formation, c'est un vrai... On va rester poli, on va dire. Est-ce qu'il y a une volonté de s'étendre à l'international? Tu as dit oui, mais est-ce que vous avez les mêmes problématiques avec la Suisse, le Québec, la Belgique, avec des réglementations très différentes, ou c'est plus cool finalement? Non, honnêtement, c'est plus cool de ce point de vue-là. Et si tu veux, les difficultés principales auxquelles on s'est confronté pour l'instant dans nos velléités, je dirais, d'implantation en francophonie à l'international, c'est plutôt des difficultés que je qualifierais de trois ordres. Je pourrais dire sociologiques sur ce qu'attendent les gens, et notamment leur relation au e-learning. Et puis, elles sont économiques et sociales, si on peut dire. Sociologiques, c'est que notamment dans un certain nombre de pays d'Afrique, le 100% en ligne, ça fonctionne pas. Les gens y croient pas encore. Ou alors, c'est une population très mature, mais c'est très très minoritaire. C'est des gens qui ont été par exemple formés en France, qui ont déjà une culture un petit peu de ce type de formation, qui savent exactement ce qu'ils vont aller chercher. Puis après, tu vas avoir des barrières socio-économiques qui sont liées notamment déjà à la connectivité. C'est-à-dire que même si tu veux faire une formation en ligne, il faut que tu aies une connexion de très bonne qualité, et nous quand même des supports qui sont assez costauds. Donc même quelqu'un en France qui a une bonne connexion, des fois il nous dit il faut vraiment que je sois à la maison pour que ça marche bien. Donc tu as des problèmes de connectivité, puis tu as des problèmes de paiement aussi, notamment sur certains pays d'Afrique, puisque nous, nos paiements se faisaient par carte essentiellement, et que par carte, dans un certain nombre de pays francophones, tu payes pas, tu payes par mobile ou tu payes par PayPal, et du coup, c'est des modalités qu'il a fallu développer. Et là, le travail est encore complètement en cours, hein. On est en train de mettre des modules de paiement sur le site pour pouvoir payer par mobile, et puis du coup, on s'appuie sur des partenaires locaux qui font le tiers de confiance, qui recueillent les paiements, avec lesquels du coup on travaille pour proposer, je dirais, des tarifs qui sont aussi adaptés à ces populations-là. Et de ce point de vue, je dirais, en francophonie hors Afrique, on a moins ces difficultés, puisque les populations, je dirais, ont des compositions socio-économiques qui sont plus comparables avec ce qu'on peut trouver en France. Donc cette difficulté-là se rencontre moins. Avec la législation un petit peu plus souple que la législation française. Oui. C'est juste. Oui. Ok, intéressant. Donc maintenant, ça y est, t'es entrepreneur, quoi. Ça fait plus d'une année. C'est ça. Et c'est là où, tu vois, pour moi, ça fait la transition peut-être avec ce que tu disais sur les difficultés. Je peux te dire un mot des autres difficultés qu'on a maintenant qu'on est dedans, parce que c'est le début de l'histoire. Hein. C'est pas. Exactement. C'est pas. Du coup, en fait, dernier volet finalement entre guillemets de difficultés. Et puis là, pour le coup, c'est un exercice en cours et puis on n'en est pas sorti. C'est que
quand t'appuies sur le bouton le jour où tu mets tes formations en ligne, je le dis comme ça, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même pas loin d'être la vérité. On s'est dit avec Damien, c'est bon, on l'a fait, quoi. En fait, on n'a rien fait, c'est le début des ennuis. C'est-à-dire que derrière, tout ton site, et puis tu te dis, les gens vont venir. Mais les gens, ils viennent pas. Ils viennent pas comme ça. Il faut les amener à venir. Et nous, on n'est pas des gens de l'Internet, on n'est pas forcément non plus des gens du digital, même si c'est un peu notre génération, l'émergence d'Internet, mais on connaissait ça de très loin. Donc en fait, il a fallu mettre en place toute une stratégie digitale pour amener des gens à venir nous trouver, parce que c'est pas tout d'avoir, je dirais, une offre intéressante, encore faut-il se faire connaître. Donc pour ça, il faut trouver le réseau qui te va bien pour pouvoir le faire, il faut développer une communauté, il faut savoir communiquer, il faut monter des campagnes marketing qui soient intéressantes, il faut avoir quelques notions quand même de SEO pour monter des pages qui soient à peu près, je dirais, en ligne pour, je dirais, satisfaire les prérequis des fameux algorithmes de Google notamment, parce que c'est quand même lui qui fait un peu la pluie et le beau temps sur ces sujets-là. Et puis, en fait, il faut aussi maîtriser tout un écosystème d'outils qui vont bien évidemment déjà de la construction des formations, hein, donc ça avait commencé un petit peu avant, mais après qui vont au-delà sur, comme je le disais, hein, comment tu postes sur un réseau social, sachant que quasiment chaque réseau social ont leur code et que pour être honnête, on commence à maîtriser à peu près ceux de LinkedIn, mais tu vois, Twitter ou Facebook, c'est un réseau sur lequel on n'a pas encore réussi à s'implanter parce qu'il y a des codes qu'on maîtrise pas forcément. Et puis c'est effectivement tout ce qui concerne éventuellement la publicité payante en ligne, si tu veux en faire un petit peu. Comme je le disais aussi, la construction de ton site, la stratégie de mots-clés, le développement de contenu, enfin des sujets que tu connais toi bien. Pour avoir monté quelque chose en plus à une époque où il y avait moins de gens qui le faisaient, je pense, et tu l'as fait avec succès. Mais voilà, qu'on connaissait pas plus que ça, et très clairement qu'on avait sous-estimé, hein, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que tu as la naïveté un petit peu du jeune entrepreneur qui dit, bon, le produit est bon, le prix est accessible, ça va le faire, quoi. Ça suffit. Un grand classique, bon, un très grand classique. Évidemment, ça suffit pas. Donc là, de ce point de vue-là, on travaille, quoi. Et puis c'est jamais fini. Donc on progresse. On ressort de mieux en mieux sur les résultats de recherche Google. On est premier sur notre nom, ce qui est absolument indispensable, mais ce qui n'était pas forcément le cas au début. On commence même à avoir des concurrents qui payent pour être premier sur notre nom. Donc ça commence aussi à être bon signe. Enfin voilà, bon signe. Tu sais ce que c'est mieux que nous, je pense. Donc ça, c'est un travail complètement en cours. On essaie aussi de se muscler là-dessus, mais ça constitue une vraie difficulté. Et clairement, le volet digital dans l'entrepreneuriat. Alors, honnêtement, je pense que c'est vrai pour tout le monde aujourd'hui. Même si tu veux être plombier, il y a une telle offre sur le marché que si en plus t'es bon sur ta communication, sur tes réseaux sociaux, tu feras la différence et tu vendras plus que les autres. Mais admettons que quand t'es plombier ou boulanger, c'est un petit peu moins important. Mais quand t'as une plateforme et que t'as velléité à vendre en ligne, c'est indispensable. Et du coup, là-dessus, il y a un vrai travail à faire. Et c'est difficile parce que on est deux et qu'au départ, nous, on a plutôt pris le parti de dire, on monte en compétence tout seul, on fait pas de prestations externes ou très très peu. Et que en plus t'es confronté à un environnement dans lequel et tu sais ce que c'est, je pense, la prestation, parce que t'es sollicité dans tous les sens, hein, pour des gens qui vont te faire remonter en référencement naturel, tu sais pas dans quelle mesure c'est vraiment du lard ou du cochon, l'ardoise souvent est salée, tu sais pas vraiment ce que tu payes. Donc, enfin, c'est difficile, quoi. C'est un vrai univers auquel tu te confrontes. T'as peur de te faire pigeonner, mais en même temps, tu vois bien que tout seul, t'y arrives pas complètement. Donc, faut monter en compétence pour savoir à peu près de quoi ça parle. Mais c'est pas forcément évident de le faire parce que pendant que tu fais ça, tu fais pas autre chose. Donc, c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet à pas sous-estimer. Mais ça, je trouve intéressant parce que c'est juste. Et alors, moi, j'ai toujours beaucoup aimé votre côté à toi et à Damien très humble en disant, écoutez, nous, on apprend, donc on va faire des bêtises, c'est pas grave, mais on apprend. Et puis après, voilà, quand on a les moyens, on engage des experts dans le domaine. Et puis quand on démarre petit, tout seul ou à deux, on apprend, quoi. Hein. On n'a pas le choix. Moi, j'ai appris. Mais après, c'est un vrai job à part entière, hein, le marketing en ligne. C'est un vrai job, quoi. Hein. C'est vraiment, ça prend du temps. Mais il y a beaucoup d'outils pour automatiser. Et puis d'ailleurs, on échange souvent nous ensemble sur les outils qu'on utilise. Et mais c'est intéressant. Ça, c'est un vrai défi d'entrepreneur de notre époque. Et puis c'est hyper intéressant. Mais tu vois, tu commences à voir, par exemple, le terme de community management. Moi, je vais te le dire franchement, et je suis pas. Je pense qu'en plus, on est plutôt de la génération, hein, mais jusqu'à maintenant, je me disais, c'est un boulot fictif, quoi. C'est le nouveau terme qu'on a inventé à la mode. C'est comme Chief Happiness Officer dans les boîtes, tu vois. C'est le truc qui sert à rien. En fait, non. Je comprends pourquoi il y a des gars qui sont payés pour ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un vrai art de faire des posts sur LinkedIn, quoi.
Il y a un vrai art, il y a une stratégie, c'est un art, quoi, le truc. Et nous, on est encore très très loin. On fait quelques posts qui se diffusent, mais on est encore très très loin des meilleurs acteurs du marché. Alors il y a aussi le produit que tu vends. Faut être honnête. Je pense que c'est plus facile quand t'es influenceur sur les réseaux d'avoir des posts qui sont viraux quand tu fais du Lean Six Sigma, quoi, et que tu vas expliquer aux gens que ton objectif c'est de lutter contre la variabilité des processus, quoi. Enfin, il y a aussi un peu la thématique, je pense, qui fait que. Mais néanmoins, c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper intéressant. Et nous, quand même, on constate une progression, quoi. On voit qu'on arrive petit à petit à fidéliser une audience. On voit qu'on se développe. On voit qu'on est repartagé, on voit qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous. On a les premiers clients, on commence à avoir des clients qui nous disent, je suis venu chez vous parce que j'adorais votre communication sur LinkedIn. Tu vois, on a intégré un apprenant là il y a quelques jours. C'était le feedback qu'il nous faisait, quoi. Au moment où je lui dis, comment vous nous avez connus? LinkedIn. Et ça faisait un moment qu'ils nous regardaient d'un œil, et puis d'un œil et demi, et puis de deux, en se disant, tiens, ils sont sympas, quoi. Ils ont une façon originale d'aborder les choses. On commence à être sollicité par des gens aussi, des fois, qui nous disent, j'ai essayé chez le concurrent, j'ai pas aimé, c'est pas ludique, quoi. J'aime bien votre façon de faire. Est-ce que chez vous, c'est possible même des gens, des fois, qui ont déjà fait la formation chez le concurrent. Donc, on commence à voir des choses comme ça, mais c'est un éternel apprentissage, hein. Et puis, des fois, tu penses cartonner sur un poste, tu fais rien. Et c'est pas linéaire non plus, quoi. C'est-à-dire que tu fais pas 10 un jour, puis 100 le lendemain, puis 1000 le lendemain. Des fois, tu fais 3000, tu te dis, ça y est, c'est bon, on a tout compris. Et puis, le coup d'après, tu vas faire un post qui est vu par personne. Enfin, voilà, mais c'est de vrais sujets et franchement, on se prend au jeu. C'est intéressant. Avec toujours, comme tu disais tout à l'heure, cette formule que j'aime bien, le syndrome de l'imposteur, où tu as toujours ce petit moment un peu de malaise personnel au moment de cliquer sur je publie, où tu te dis, bon, est-ce que je suis crédible, quoi, ou est-ce que je suis légitime? Mais je pense que c'est sain de se poser ces questions-là, en fait. Je crois que ceux qui se les posent pas sont ceux qui ont les problèmes, au final. Oui, tout à fait. Et puis s'il y a bien un secret, mais je pense que tout le monde le connaît, c'est qu'il faut poster régulièrement. C'est la régularité qui fait que des jours c'est bien, des jours c'est moins bien, mais c'est pas grave, c'est la régularité. Et c'est pas facile parce que ça prend, c'est chronophage, quoi. En fait, ce que tu dis globalement, enfin nous, c'est notre premier enseignement sur toute cette question, effectivement, stratégie de réseau, qu'on peut qualifier au sens large. C'est qu'en réalité, bien évidemment, et loin de moi l'idée de le minimiser, il y a tout un pan technique, voire de techniques très très avancées là-dessus. Mais en fait, souvent, avant d'aller là-dessus, il y a juste des principes de base qui repose sur le fait effectivement d'une régularité, d'une assiduité, et c'est juste là déjà que les gens abandonnent. C'est que en fait, ils vont poster comme des malades pendant un mois, puis ils vont s'arrêter parce qu'ils vont dire je vois pas les résultats. Mais faut surtout pas faire ça en fait. Et du coup, il y a plein de principes quand même qui sont accessibles globalement, et qui sont pas techniques, hein, et qui relèvent effectivement de la régularité, de se poser la question bête, hein, mais je te garantis que nous au départ, ne serait-ce que identifier finalement. En marketing, on appelle ça le fameux persona. Alors, je vais pas faire le caïd des termes. C'est des termes que moi, j'utilisais pas il y a pas si longtemps que ça, mais d'identifier finalement le profil type de la personne à laquelle tu veux t'adresser au départ. Mais en fait, tu te dis non, mais c'est évident, je sais très bien. Mais en fait, quand tu commences à faire tes premières campagnes, est-ce que tu sais vraiment à qui tu veux vendre? C'est quoi le profil type du gars qui est intéressé par ta formation? En fait, je sais peut-être pas tant que ça, quoi. Donc, moi, ce que j'aime bien dans cette expérience-là aussi, tu as utilisé le terme tout à l'heure, pour moi, c'est tout à fait ça, c'est que ça te renvoie en permanence à une forme d'humilité, quoi. C'est-à-dire que tu t'es amené quand même à redescendre sur terre et à te dire, bon, ok, c'est sympa ce qu'on a fait, mais voilà, on est loin d'être arrivé au bout de l'histoire. Et à se remettre en cause en permanence. Tant que tu l'as pas vendu et puis que ça te rapporte pas, enfin, que ton business il vit pas de ça, c'est bien. T'as fait un truc, quoi, mais ça, c'est useless, quoi, ça sert à rien. C'est ça. Donc il y a de vrais enjeux intéressants, voilà, auxquels on se confronte en permanence. Mais c'est vrai, moi je trouve que c'est vraiment les défis de l'entrepreneuriat de notre époque. Après, encore une fois, tu as raison. Est-ce que le boulanger-pâtissier ou le boucher a les mêmes défis? Un petit peu quand même, parce que le pauvre, il faut quand même qu'il se fasse connaître. Et puis maintenant, le bouche à oreille suffit plus, hein. Donc il faut être de la concurrence dans ce secteur-là. Ouais, bien sûr. C'est pas simple. Mais pour moi, les artisans de proximité notamment, pour certains ont bien compris. Tu regardes sur LinkedIn, il y a beaucoup d'artisans qui communiquent, et je suis quasi sûr qu'ils marchent mieux que ceux qui le font pas, hein. Il y a pas j'ai pas trop de doute là-dessus, hein. Et après, je pense que beaucoup le disent, mais nous on le constate assez régulièrement. Je pense que ce qui marche bien une fois que tu as à peu près trouvé ton audience, c'est au-delà effectivement de la régularité puis de la valeur que tu vas apporter aux gens, parce que le maître mot est là, hein. Si tu racontes des choses qui intéressent personne, t'as beau bosser tous les jours, il se passera rien. Je pense que c'est aussi une forme d'humilité quelque part qui se ressent, tu vois. Le fait de dire on est en réseau, on partage ensemble, on sait pas tout, on n'est pas expert de tout. Peut-être que là-dessus on se trompe, nous notre vision c'est ça, mais la tienne c'est peut-être pas ça. Enfin, tu vois, une forme d'humilité un peu générale sur les choses.
les choses sont complexes, quoi. On sait pas tout. Tout le monde peut se trop proclamer expert aujourd'hui, mais on est sur des domaines qui vivent, qui bougent. Il n'y a pas une méthodologie en plus qui a réponse à tout. Pour moi, le savoir aujourd'hui, il est transdisciplinaire. Nous, notre parcours, on l'a beaucoup construit aussi sur des savoirs qui sont très connexes. On parle de systémique, on parle de conduite du changement. La vérité absolue est pas dans le Lean Six Sigma. Enfin, tu vois, faut sortir aussi de ces paradigmes de vouloir tout expliquer au travers d'une méthodologie, une façon de voir. Ouais, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Ça, je suis bien d'accord. Je vais te poser une question un peu bizarre. Maintenant que tu es entrepreneur, si tu te rencontrais, si tu discutais avec ton toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Nous, on a identifié avec Damien, quand on a fait un peu le rétexte du lancement de la boîte, un certain nombre de points sur lesquels on s'est dit, si on devait, encore une fois en toute humilité, donner quelques conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer, voilà comment on verrait les choses. Et évidemment, c'est sous travers, je pense, de répondre à ta question de quelles sont les erreurs qu'on a pu faire, que si c'était à refaire, peut-être on referait pas. La première chose, et ça c'est très lié à notre personnalité, à Damien et moi, c'est-à-dire qu'on est très complémentaires sur certains sujets, mais on a aussi peut-être un défaut commun, au moins, c'est qu'on est plutôt des gens perfectionnistes. Le premier conseil que je donnerais aux gens qui veulent se lancer, c'est pas attendre le grand soir et se lancer le plus tôt possible. C'est-à-dire que nous, on a un peu tardé peut-être à lancer la première formation. On voulait lancer le truc un peu génial, hyper bien construit, où il y avait tout dedans, qui fasse effet wa. Et peut-être que il y a des petits bouts de choses qu'on aurait pu lancer un petit peu plus rapidement parfois. Donc, ne pas hésiter à se lancer tôt, mais en fait, il y a des vraies raisons qui te poussent à pas le faire, mais il faut pas avoir peur des raisons qui peuvent te pousser à pas le faire, parce que t'en tireras toujours des choses et tu pourras notamment faire peut-être ce que nous on a mis du temps à faire, c'est-à-dire identifier finalement à qui tu peux t'adresser, à qui tu vas pas y arriver, quelle est la cible des gens que tu intéresses le plus, enfin voilà. Donc chercher peut-être moins l'imperfection. Alors nous, c'est quelque chose maintenant qu'on fait beaucoup. Hein. On est sorti de cette logique un peu du grand soir, qui était pas, je dirais forcément consciente au départ, mais qui est très liée quand même à notre travers personnel de gens plutôt bien construits qui veulent faire le super truc avant de livrer, quoi. Voilà. On a changé un petit peu de logique par rapport à ça. Le deuxième truc qui est hyper important, et ça, t'as beaucoup de difficultés à le faire quand t'es entrepreneur de fait pour plein de raisons. C'est essayer de s'entourer, pas rester seul. Nous, la difficulté à laquelle on a été confronté, en plus dans une logique de Covid où tout le monde est à la maison, c'est de se mettre en réseau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es tout seul dans ta chambre ou dans ton bureau 10 heures par jour. Je dis 10 heures pour être gentil. Que hormis avec ton associé, tu discutes avec personne. Que quand tu sors du bureau, surtout quand tu es en phase de conception, t'es rincé, mais les gens ils comprennent pas sur quoi tu bosses. C'est-à-dire que t'es un alien, hein. C'est les gens ils disent mais qu'est-ce qu'il peut faire de ces journées le mec? Il y a rien qui sort, on voit rien, il y a pas de site, il y a pas d'offre, il y a que dalle, mais le mec il nous dit qu'il bosse tout le temps. Donc en fait t'es un peu déconnecté, quoi. Et même les gens qui sont proches et des copains qui comprennent pas bien. Alors il y a eu le phénomène un peu Covid aussi au milieu qui faisait qu'on se voyait moins et peut-être qui a renforcé cette idée-là, tu vois, mais j'avais vraiment l'impression quand même que quand tu discutais ou en famille hein, avec les gens sur ce que tu fais, au bout de 5 minutes, tu sens que les gens sont un peu gênés puis ça passe à autre chose parce que c'est abstrait, quoi. Les mecs ils comprennent pas. Et des fois toi-même tu te dis peut-être que moi non plus je comprends pas ce que je suis en train de faire en fait, parce que la tâche elle est tellement grande que je sais même pas si je vais réussir à atterrir sur quelque chose. Il y a même un moment où on s'est dit mais est-ce qu'on va livrer, quoi? Est-ce qu'on va livrer à un moment donné? Parce que nous on est des gens, on est des gens du projet, hein, donc on a une démarche plutôt au départ de dire on va déterminer la charge, on va planifier. Puis en fait tu t'es confronté à ta réalité que t'as un peu du mal à le faire. Donc pour lutter contre, je pense que c'est le penchant un peu naturel de l'entrepreneur par essence d'être un petit peu isolé. Il faut pas hésiter à confronter son idée. Et ça, c'est difficile parce que les gens sont pas toujours bienveillants. Tu vois, nous, quand on a essayé un petit peu de le faire, assez souvent, t'as des avis tranchés, mais moi, ce qui sont les avis qui m'agacent, c'est-à-dire, oh, votre truc c'est nul ou votre truc c'est bien, mais c'est des trucs qui te servent pas à grand-chose. Et des fois, en fait, toi, t'as investi tellement de temps et d'humeur sur ton projet que t'as pas envie, en fait, d'être confronté à l'avis du gars qui, en 5 minutes, potentiellement, va te le tuer et te le mettre à la poubelle en te disant, de toute façon, ton truc, ça marchera pas. Donc, c'est difficile, mais il faut essayer autant que possible de solliciter des avis. Ne serait-ce que sur l'expérience, hein, comment le voient les gens. T'as tel message, comment il est perçu. Sur les premières moutures du site, par exemple, on n'a pas assez sollicité de feedback et je pense qu'on a perdu du temps sur, par exemple, l'ergonomie, le parcours client. Tu vois, on aurait dû être plus, je pense, plus ouvert là-dessus. Mais c'est pas évident et je sais en même temps pourquoi on l'a pas fait. Parce que des fois,
Les gens sont pas toujours bienveillants, et puis tu as mis tellement de toi que t'as pas toujours envie qu'on vienne t'expliquer que tu t'es trompé. Parce que aussi t'as l'impression, et ça c'est un point important, hein, t'as l'impression que l'orientation que t'as prise, tu pourras jamais revenir en arrière. Alors en fait c'est faux, hein. Je veux dire, t'es en permanence en train de te réorienter, de bifurquer, mais des fois tu te dis, on a passé tellement de temps là-dessus que bon, de toute façon, faut pas qu'on soit planté, parce que si on s'est planté, on pourra pas revenir en arrière. Mais en fait, c'est jamais vrai. Tu peux toujours bifurquer, tu peux toujours attraper le truc, tu peux toujours revenir en arrière, en fait. Encore faut-il l'accepter. Donc, solliciter du feedback, c'est un point qui est hyper important. Le troisième point qui est important pour nous, qu'on sous-estime aussi, alors c'est tout le monde te le dit, mais je pense que tout le monde le sous-estime, c'est l'environnement personnel. C'est-à-dire que nous, on a des gamins en bas âge. Enfin, Damien en a 2, moi j'en ai qu'un, mais on a des enfants en bas âge, on a une situation de famille. Tu sous-estimeras toujours l'impact que ça va avoir sur ta situation de famille. Donc, même si tu peux pas mettre tout sous contrôle, sécuriser l'environnement familial, c'est de faire en sorte que si tu t'embarques là-dedans, c'est parce que ton entourage est d'accord pour que tu t'y embarques, quoi. Parce que sinon, à un moment donné, soit c'est le projet qui va péter, soit c'est la famille qui va péter, mais c'est difficile de mener les deux. Parce que faut pas se mentir, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est des soirées à bosser, c'est des fois des week-ends, c'est une préoccupation permanente quand même qui est sur ton projet, donc c'est difficile d'être là où t'es quand t'es pas sur ton sujet, même si on essaie de couper, puis qu'on le fait, et qu'on s'impose de le faire, mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça cannibalise parfois, surtout quand t'as pas encore sorti le projet. Quand il est là, après, c'est un petit peu différent. Mais donc, c'est autant que possible sécuriser l'environnement perso. Et ça, c'est un point hyper important. Et puis, le dernier point, je te dirais comme ça, sur le retour un peu d'expérience, on l'a évoqué, c'est tout ce qui est lié au digital. C'est soit faut être prêt à se muscler très sérieusement sur ces sujets-là, soit faut être prêt à allouer un budget conséquent pour ne pas avoir à le faire. Sachant que nous, notre expérience, c'est que même si tu as du budget, si tu es pas un petit peu au fait de l'environnement, si tu comprends pas un peu le langage, si tu t'es pas un peu renseigné, de toute façon, tu vas te faire balader. Parce que on va te vendre tout et n'importe quoi, que voilà, t'as des marchands d'illusions sur ces trucs-là qui fleurissent parce que justement, ils savent que c'est un domaine que certains gens ne maîtrisent pas, que les devis, nous, on a été sollicité par un bon nombre d'entreprises, des fois on te sort des devis, tu te demandes, c'est juste hallucinant, pour évidemment aucun engagement sur le résultat parce que les mecs peuvent pas le faire. Donc il faut quand même savoir de quoi tu causes, mais si t'es pas disposé à aller très loin sur ce sujet-là parce que t'as pas le temps, bah faut accepter de mettre un budget. Et des fois un budget qui peut être conséquent au regard de l'enveloppe que tu vas avoir pour développer ton entreprise. Et ça, c'est un point qui est pour moi hyper important. Ouais, je comprends, ouais. T'as évoqué un point que je trouve super important, l'équilibre vie perso, vie professionnelle, c'est un truc qui me tient à cœur. Est-ce que tu penses que tu as... Alors, je sais qu'il y a la période de construction de l'entreprise avec la préparation, donc il y a probablement une période un peu difficile. Maintenant, vous êtes peut-être plus dans une période un peu plus stable dans le sens, voilà, maintenant on cherche des clients, on se développe, etc. Est-ce que tu penses que tu as réussi à trouver le bon équilibre ou pas encore entre vie de famille alors, et vie professionnelle? Ouais. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti, honnêtement, au moins pour une raison qui est que tu vois, par exemple, je prends ma situation personnelle, hein. Damien s'organise un petit peu différemment pour des raisons qui lui sont propres, mais c'est globalement vrai pour lui aussi. Mais pour ce qui me concerne moi, aujourd'hui, moi j'ai la chance quasiment d'amener le petit tous les matins à l'école, d'aller le chercher quasiment tous les soirs, sauf le vendredi. Parce que du coup, la souplesse aussi du rythme d'entrepreneur fait que comme tu vas potentiellement bosser jusqu'à minuit, bah tu commences quand t'as envie, puis tu t'arrêtes quand t'as envie aussi. C'est-à-dire que le travail, tu le perçois pas de la même façon, quoi. T'es pas soumis à un horaire de bureau, et puis personne va rien te dire si tu commences aujourd'hui à 9h30 ou si tu vas faire ta session de sport. Donc de ce point de vue-là, moi j'estime que vis-à-vis, par exemple, de ma relation avec mon fils, j'ai pas perdu grand-chose. Pour pas dire j'ai rien perdu, parce que j'ai une souplesse qui fait que je peux bosser, par exemple, quand il dort. Donc vis-à-vis de mon enfant, je te dirais à 100% l'équilibre a été trouvé. Vis-à-vis du couple, c'est plus compliqué. Et vis-à-vis de soi-même, c'est compliqué aussi. Parce que du coup, tu te retrouves quand même dans des journées où le temps que tu vas avoir pour faire autre chose que bosser tout seul, hein, c'est-à-dire juste pour un loisir perso, quoi, hein, te regarder un film, boire une bière avec des potes, buller, enfin tu vois, aller faire une séance de sport ou que sais-je, ça c'est plus compliqué. Parce que du coup, moi, ma stratégie, ça a été de dire tout le temps que je peux avoir dispo, je le privilégie à mon petit. Un petit peu évidemment à mon épouse, notamment le week-end, parce que moi j'ai toujours coupé globalement le week-end, hein, sauf pour répondre aux sollicitations clients, mais j'ai rarement bossé à proprement parler au bureau le week-end. Mais voilà. Et puis après il y a soi, et vis-à-vis de soi, on a tendance quand même à se négliger un petit peu, faut le dire. Donc c'est moins vrai maintenant que ça l'était au début, mais au début l'enchaînement quand même a été difficile. Ouais.
Ouais. Non, ça c'est hyper important. Hein. C'est très bête. Hein. Je veux pas rentrer dans des théories spirituelles et autres, mais si tu prends pas soin de toi, comment tu peux prendre soin des autres, de tes proches? C'est juste pas possible. Donc ta priorité, c'est déjà toi, et après, en effet, bon, après, quand les enfants sont petits, on sait que la priorité, c'est les enfants. On l'a tous fait, ça c'est normal. Mais il y a un moment où tu dois te remettre en priorité parce que tu pourras pas ni assumer ta vie perso et encore moins ta vie professionnelle. Parce que voilà, on sait où ça conduit, quoi. Et puis il faut comment dire, à un moment, faut accepter aussi que c'est vrai quand tu bosses pour une boîte, mais c'est forcément aussi vrai quand tu bosses pour toi. La productivité, donc ton efficience, elle est inversement proportionnelle, je pense, à la quantité de travail que tu abats. C'est-à-dire que il y a un moment, faut accepter aussi que au bout de 12 heures à ton poste, même si t'es bon, eh ben t'as moins des idées, c'est moins fluide, tu t'agaces, t'es moins performant, t'arrives moins bien, tu perds du temps, tu pinailles. Enfin voilà, donc faut accepter aussi qu'à un moment donné, c'est des fois quand tu lèves la tête du guidon que tu vas retrouver des idées. Que c'est quand tu vas aller faire autre chose et te balader que tu vas dire putain, ça j'avais pas pensé à le faire comme ça fait 2 jours qu'on se fait chier et en fait la bonne solution c'était de faire comme ça. Enfin, de toute façon, à un moment donné, c'est pas parce que tu bosses toute la journée que tu vas être plus productif que parce que tu bosses bien sur un temps qui est déterminé, quoi. Ça, c'est une certitude. Mais je pense qu'il y a un peu cette angoisse, un peu ce vide de l'entrepreneur, tu vois, ou peut-être même cette culpabilité de l'entrepreneur qui consiste à dire attends, je suis dédié à ça, donc qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je bosse pas, attends, vite, il faut. Mais en vérité, ça peut pas marcher comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Non. Et le travers opposé, c'est tous les gars. Moi, envers qui j'ai la dent un peu dure, hein, je te le dis franchement. Nous, on a fait un post il y a pas longtemps justement pour faire ses recos un petit peu sur la vie d'entrepreneur. On fait très rarement des posts de ce type-là, mais on l'a fait parce qu'on trouvait ça intéressant et le post a pas mal circulé. C'est tous les gars qui vont t'expliquer que c'est que du bonheur d'être entrepreneur. Alors ça, moi, c'est le discours qui m'agace au plus haut point. C'est-à-dire que c'est comme tout, c'est des compromis. Faut arrêter de raconter des histoires aux gens. C'est difficile. T'as des moments de doute. Il y a des moments où tu te dis je vais pas y arriver. Il y a des moments où tu te dis j'en ai marre. J'ai envie de déconnecter. Il y a des moments où t'es super fier. Enfin, c'est un ascenseur émotionnel. Moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Le jour où tu fais une vente, tu te dis ah c'est bon, on va tout cartonner. Le lendemain, t'en fais pas. Tu te dis on va jamais vendre, on est nul, c'est fini, on va planter la boîte. Enfin, être entrepreneur, c'est ça aussi. Faut être bien accroché émotionnellement quand même pour vivre une expérience comme ça. Mais c'est génial hein, après. Oui. Puis il y a quand même ce côté. Alors vous êtes deux, vous êtes un partenaire, mais il y a quand même ce côté on est un peu seul quand même contre le reste du monde. Complètement. C'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. C'est les gens quand ils te regardent, ils comprennent pas ce que tu fais. Hein. Et encore aujourd'hui, on a un site, on a des clients, donc c'est pas pareil. Mais dans la phase de lancement, mais je t'assure, hein, mais même mes parents qui sont adorables, hein, quand ils me disaient mais qu'est-ce que vous faites des journées, avec toute la gentillesse qui les caractérise, hein, c'était pas méchant. Tu sentais qu'il y avait une incompréhension, quoi. Voilà, tu pouvais pas leur montrer quelque chose de tangible. Et même aujourd'hui, en partie, ça reste un business intangible hein, pour eux. Parce qu'il y a pas de local, il y a pas de matériel, il y a pas de production à proprement parler, il y a pas un produit complètement tangible au bout. Donc c'est difficile pour les gens de comprendre ça. Et au bout d'un moment, toi, tu perds l'envie d'expliquer. Donc comme tu perds l'envie d'expliquer, les gens se disent bon, de toute façon, il me prend de haut, il a pas envie de m'expliquer parce que voilà, toi, t'as l'impression que c'est du désintérêt, donc t'as moins envie d'en parler. Et effectivement, t'as un phénomène un peu de l'isolement dans l'entrepreneuriat. Et nous, on est potes hein, avec Damien, on l'a dit. Donc, quand on se voit, on n'a pas non plus envie de parler que de ça. On a envie de parler d'autres choses. Parce que sinon, t'es complètement. Ah ouais, vous arrivez à faire des choses. Bien sûr. Ouais, c'est important. C'est important. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important de le faire, même si forcément, Clean en ligne va rester dans les discussions et que des fois, au détour d'une vanne, on va se dire tiens, j'ai pensé à un truc, on pourrait essayer de faire ça, mais c'est bien sûr qu'on essaie de prendre aussi des moments où on fait autre chose et on le fait pas suffisamment hein, mais par rapport à ce qu'on faisait avant, mais on essaie quand même de le faire assez régulièrement. Est-ce qu'il vous arrive de vous planifier à une sorte de moment hors du temps, on dit allez on part 2 jours, on va faire du brainstorm, on va prendre du recul par rapport à ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de choses, de bilan un peu en dehors du monde? On l'a déjà fait. Ouais, c'est ce que tu dis est hyper intéressant. On l'a déjà fait. Je pense que c'est une très très bonne pratique. On l'a déjà fait quand on a déployé en fait, quand on a lancé la première offre. Et là, on a prévu de le faire prochainement. Maintenant, tu rentres dans un enjeu qui est lié à des considérations de couple. Donc c'est un sujet très brûlant. C'est comment on va convaincre nos épouses, qu'on voit quand même assez peu, de partir 3 jours en Irlande avec les copains pour discuter de la boîte. Parce qu'il y a un écosystème hein, de copains qui nous ont aidé à monter la boîte. Oui. Mais on a prévu de le faire. Tu vois, on a prévu de le faire. Mais donc, alors, j'espère que Dublin va nous accueillir prochainement. Ouais, c'est super important de faire ça.
C'est super Très important. Vraiment, mais je rebondis même sur ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Tu sais que les idées de génie, elles te viennent dans 3 endroits, hein. Sous la douche, dans la voiture et dans la nature. Exactement. C'est quand tu déconnectes. Donc c'est pas en restant à ton bureau du matin au soir que tu vas avoir les idées de génie, et c'est pas pour rien qu'on appelle ça les journées ouvertes, quand on doit sortir une journée avec une équipe, peu importe ce qu'on fait, juste pour sortir du cadre et puis pour penser un peu différemment. Et bon, moi je reviens d'un séminaire au Mexique là sur le podcasting où on travaillait le matin puis l'après-midi voilà, on était au Mexique, donc on faisait autre chose. Hein. Mais ça fait un bien fou juste de sortir de ton contexte et de réfléchir. Moi, j'ai tout un plan pour l'année prochaine de travaux. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose. Si vous arrivez à faire ça avec Damien, c'est un point hyper important de le faire une fois par année, 2-3 jours comme ça, en dehors du contexte familial. Et vraiment, alors là, je respecte les épouses, hein, mais il faut arriver à les convaincre. C'est important, quoi. Oui, bien sûr. Alors nous, on a la chance quand même. Quand je te disais sécuriser l'environnement personnel, on l'avait assez bien fait ça quand même. On a la chance quand même d'avoir été accompagné dans la démarche là-dessus. Merci à elle. Donc ça a jamais été. Moi, j'aurais même plutôt une épouse aujourd'hui qui serait tentée de me dire, parce que moi, je suis plutôt casanier. Allez, va boire un coup ce soir. Sortez-vous, voyez-vous. Enfin voilà, sortez un peu, arrêtez de bosser quoi. Arrêtez de bosser. Écoute, je vais m'efforcer de le faire. Elle a raison. Elle a raison. Je la connais pas, mais elle a raison. Mais c'est essentiel, bien sûr. Essentiel. Ouais. J'aurais une dernière question, parce que ça fait déjà 45 minutes, donc je pense qu'on a bien déblayé le sujet. Pour toi et Damien, maintenant, c'est quoi votre plus grand défi pour l'année 2022? C'est quoi vos défis là, dans le futur proche? Alors, le plus grand défi pour moi, c'est d'arriver à aller au bout de ce que je t'expliquais sur l'implantation en francophonie, et notamment en Afrique. C'est que moi, j'ai une conviction très très forte qu'il y a une grosse demande à satisfaire dans ces pays-là. Maintenant, il y a des freins que j'ai évoqués, j'y reviens pas, mais qui sont difficiles, qu'on arrive à lever petit à petit. Tu vois, on a réussi à aller au bout au Cameroun, mais il y a plein de choses à faire, notamment en Côte d'Ivoire. Il y a plein de choses à faire au Maroc qu'on n'a pas encore réussi à faire pour l'instant. Ça serait vraiment de franchir un cap là-dessus. Et d'ailleurs, à ce titre-là, j'en profite pour passer un message ouvert parce que tu as une communauté large. Hein. Si vous êtes au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Tunisie ou en Algérie, que vous êtes consultant sur ces thématiques-là et que vous pouvez jouer le rôle de partenaire local pour Lean en ligne, pour diffuser, je dirais, le Lean Six Sigma largement, n'hésitez pas à nous contacter. On est très preneurs. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas réussi, notamment au Maghreb, alors que le besoin il est colossal. Oui. On n'a pas trouvé les bons interlocuteurs pour aller au bout. Voilà. Donc ça, c'est une petite frustration. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais le besoin, il est là. Ouais, c'est juste. Et puis il faut trouver la personne de confiance pour le faire. Ouais, exactement. Donc pour moi, c'est le principal défi, sachant que en France, on commence à avoir notre crédibilité. Les apprenants viennent à nous. T'as des enjeux d'incertitude qui sont liés au contexte réglementaire, mais de toute façon, ceci, il faudra combiner avec. Donc nous, on va continuer à étoffer l'offre. Hein. Il y a le Yellow qui est pas encore en ligne, mais qu'on a mis en place. Donc du coup, on couvre White, Yellow, Green. Damien s'en fait des suées, mais je pense qu'on va aussi aller sur le back belt, comme ça on couvrira toute la gamme, même si c'est un gros boulot. Et puis il y a le développement des partenariats effectivement avec les certifiés, les organismes certificateurs, où je pense qu'on va essayer de travailler avec d'autres personnes aussi. Je le dis là, il y a rien de fait. Tu vois, c'est une espèce de scoop entre guillemets. On va sans doute aussi essayer de faire une formation plus typée service et plus typée Lean et agilité que Lean Six Sigma. Voilà. Donc ça fait partie des cartons pour le premier trimestre, avec un partenaire consultant aussi en France. Je dirais en France, les choses sont... Et en France et en francophonie hors Afrique, les choses sont sur le bon train, quoi. Ça va rouler, les choses sont dans les tuyaux et on sait que ça va sortir et on a à peu près notre échelonnement. Sur l'Afrique, il y a plein de choses à faire, mais c'est plus difficile de faire aboutir les sujets. Donc le vrai, pour moi, le plus gros défi, ça va être d'arriver à continuer et à accentuer, je dirais, le développement qu'on a commencé, notamment au Cameroun. Ouais, je comprends. Ouais. Puis je dirais qu'avec le contexte mondial qui est pas prêt de se calmer, hein, la formation en ligne avec accompagnement, etc. C'est quand même le sujet d'actualité, quoi. Enfin, c'est tellement difficile d'aller en formation en présentiel ou même à des congrès en présentiel. Et Dieu sait si ça fait du bien de rencontrer des gens. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais je pense que l'accès en ligne, en tout cas au savoir en ligne,
c'est une vraie clé pour les prochaines années, ça c'est évident. Complètement, et tu vois, je suis convaincu aussi que ça passe. Je suis convaincu que ça passe, comme je l'évoquais tout à l'heure, par, je dirais, le meilleur compromis de l'humain, de la personnalisation et du digital par le biais de la plateforme de cours. C'est-à-dire on est ressorti aujourd'hui de la vérité au travers le e-learning. Il y a eu une dizaine d'années un peu enchanté sur le e-learning, on voulait tout dématérialiser. On en est un petit peu revenu parce qu'on s'est rendu compte que taux d'abandon, que les gens ils en tirent que dalle, parce que bon, il y a pas d'assiduité, parce que ils sont tout seuls, parce que ils peuvent pas poser leurs questions. Et c'est pour moi l'enjeu, c'est d'arriver à trouver la meilleure combinaison des deux, quoi. Voire des trois, avec pourquoi pas du relais en présentiel. Et nous, on a quelques promesses, je dirais. Alors, je sais pas où ça va aller, mais on n'en a pas trop parlé, mais on s'adresse plutôt nous pour l'instant aux particuliers. On commence à avoir des contacts d'entreprises. Dans le cadre d'entreprises, on va sans doute plus faire de relais de terrain. On sera sans doute plus présent et localement aussi, tu vois. Donc, on n'aura pas forcément les mêmes velléités territoriales. On va donc essayer de tirer un peu les deux bouts de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le dématérialisé à grande échelle et puis le territorial local un petit peu sur mesure, quoi. Et je pense qu'il faut essayer d'être présent des deux côtés, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez l'intention d'agrandir l'équipe ou c'est plutôt des partenariats, votre business model? Pour l'instant, on n'a pas l'intention d'agrandir. On a l'intention d'agrandir notre écosystème. Mais au sein de Lean en Ligne, pour l'instant, nous, on se voit bien à deux. Et très honnêtement, alors après, on sait jamais, si tu veux, la nature que le développement peut nous proposer par la suite. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir, je dirais, un écosystème de partenaires. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on envisage les choses. Ouais. Donc, l'idée, c'est pas d'être plus dans Lean en Ligne, c'est plutôt de développer nos relations de réseau. Et de ce point de vue-là, par contre, oui, on n'a pas fini de les étendre parce que de toute façon, on se rend bien compte qu'on peut pas être sur tous les bouts de la chaîne et que c'est intéressant de, je dirais, se mettre en réseau pour pouvoir adresser toute la valeur ajoutée et toute la chaîne de valeur ajoutée liée à la formation sur ces thématiques-là. Voilà. Ouais. Ok, bah écoute, c'est super. On a passé un très bon moment avec toi. On est à presque 50 minutes là. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu aimerais partager avec nous? Peut-être adressé aux entrepreneurs ce message-là, ou à tous ceux qui souhaiteraient éventuellement se lancer, parce qu'il y en a pas mal. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sans survendre l'intérêt d'une démarche entrepreneuriale. C'est à ceux qui hésitent, lancez-vous, quoi. Vous apprendrez forcément des choses. C'est un vrai défi personnel aussi. Ça vous fera grandir aussi à titre personnel. Ça vous apprendra des choses sur vous-même. Ça vous permettra aussi de dépasser des limites que peut-être vous considériez comme indépassables. Et voilà, c'est une vraie humainement, c'est une aventure qui est hyper riche, même si c'est semé d'embûches et puis que voilà, c'est pas facile tous les jours, mais n'ayez pas peur entre guillemets de vous lancer, parce que voilà, n'attendez pas c'est pas forcément l'idée en réalité qui fait la différence. Moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que quand tu regardes l'entrepreneuriat de loin, au départ, t'as l'impression que c'est l'idée qui fait le succès, mais souvent l'idée elle vient parce que t'as déjà fait quelque chose avant, en fait. C'est pas c'est parce que tu bricoles des choses qu'à un moment donné l'idée vient. C'est pas j'ai l'idée du grand soir puis je crée la boîte et ça marche. Moi, j'ai pas beaucoup d'exemples de réussite comme ça. Je pense que ça vient plutôt à l'inverse, en fait. C'est plutôt parce que tu commences à faire les choses qu'à un moment donné tu chemines jusqu'à trouver le bon format. Mais en fait, il y a 50 tentatives avant dont les gens se rappelleront pas, mais qui ont fait que tu as réussi la 51e, quoi. Donc, faut pas avoir peur de se planter. Même si effectivement il y a une réalité économique qui est pas forcément facile, hein. Donc il s'agit pas de dire c'est facile, faut y aller et puis vous inquiétez pas de comment vous allez remplir le frigo, mais c'est une belle aventure. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire en sécurisant, je dirais, l'environnement personnel et économique aussi, parce qu'il y a un enjeu économique derrière, tentez le coup, quoi. Vous apprendrez forcément des choses. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, vraiment super intéressant. Donc je vais mettre dans les commentaires, hein, pour ce qui est de la vidéo YouTube, le lien pour accéder à la formation gratuite Lean Six Sigma White Belt. Pour ce qui est du podcast, donc c'est le lien, c'est sur c'est bit.ly, hein, bit.ly/Lean6s, LEAN6s. Je le mettrai aussi dans les commentaires. Toujours accessible. Profitez-en. Vous pourrez voir la qualité de la formation que propose Lean en Ligne. Vraiment, moi je trouve que c'est super bonne qualité. Et après, bon voilà, soit le sujet vous intéresse et c'est tant mieux, soit il vous intéresse pas plus que ça et voilà. Mais au moins testez, ça coûte rien. Testez et vous verrez un peu la qualité des produits que proposent Sébastien et Damien. En tout cas, un grand merci Sébastien.
On se revoit Merci à bientôt toi, pour Christophe. d'autres aventures, nous. Et puis, Ouais, je souhaite une bonne fête de fin d'année à tout le monde. et oui, du coup, on va s'acheminer doucement vers la fin de cette année. Donc, excellente fête de fin d'année, en nous souhaitant par avance une année prochaine un peu plus sympathique d'un point de vue notamment sanitaire, parce qu'on voit pas le bout. Et je pense que c'est un peu compliqué. Comme tu disais, notamment pour se retrouver un peu plus régulièrement les uns les autres. Par exemple, faut dire à la communauté là des gens qui nous écoutent que on travaille ensemble depuis un petit moment. On n'a jamais eu le plaisir encore de se voir. J'adorerais qu'on puisse se voir et partager une bière ensemble. Donc voilà, bonne fin d'année à tous et puis un grand plaisir et merci encore une fois Christophe pour l'invitation et le moment. Moi j'ai beaucoup apprécié aussi, très sympa d'échange. Merci Sébastien. Merci. Alors aujourd'hui, ce podcast vous a été proposé en partenariat avec la société Lean en ligne. Lean en ligne, c'est une équipe dynamique qui propose des formations en ligne, notamment autour du Lean Six Sigma. Et on vous propose une formation gratuite pour vous initier au Lean Six Sigma. C'est la formation Lean Six Sigma White Belt. Donc dans cette formation, vous allez découvrir l'importance des démarches de progrès, vous allez comprendre l'état d'esprit et les bénéfices de ces démarches, vous allez découvrir les méthodes, les outils majeurs, l'importance de l'orientation client, la notion de valeur, l'approche processus. Alors pourquoi vous devriez suivre cette formation? Déjà parce qu'elle vous est proposée généreusement et gratuitement par mon partenaire et vous pourrez appréhender les enjeux de la performance, comprendre les bénéfices du Lean Six Sigma, vous initier aux méthodes Lean Six Sigma et être acteur de l'amélioration continue. Alors comment faire? C'est assez simple. Il suffit de suivre le lien suivant: bit.ly Lean 6S en attaché, donc Lean Lean 6 le chiffre 6 et S. bit.ly/Lean 6S. Vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit et vous aurez accès à une formation de qualité pour vous initier au Lean Six Sigma. Donc profitez-en. Le lien est valable, je pense, jusqu'à la fin de l'année et je vous propose de découvrir rapidement cette formation et puis je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très rapidement. À bientôt.